de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui est en fait une branche québécoise d'une organisation canadienne qui existe depuis une trentaine d'années. On a pour objectif de prioriser la santé des gens de la planète là, à travers des changements qui sont sociaux et politiques. On intervient sur plusieurs enjeux d'actualité. Là, donc, au Québec, on a été quand même assez vocaux récemment en se prononçant contre le projet de GNL Québec. Au niveau national, on a émis un rapport sur la fracturation hydraulique. On commente l'actualité environnementale de façon régulière et on travaille sur différents enjeux. On collabore souvent avec des étudiants en médecine, là, que ce soit via des initiatives de IFMSA Québec, le Task Force sur la santé environnementale et leur équivalent là, dans la Fédération canadienne, mais on existe. Donc, c'est juste pour vous donner la confirmation qu'on existait pour vrai. Je vous ai mis cette photo-là parce que, en fait, ça, c'est moi en 2014, quand j'étais étudiante en médecine dans mon année sabbatique à ne pas être à l'université. J'ai passé, en fait, j'ai eu la chance de guider la délégation de la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine, IFMSA, à la conférence des parties qu'on appelle couramment les COP, qui sont en fait les rencontres annuelles de l'UNFCCC, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Et en fait, c'était l'année avant Paris. Donc, tout le monde connaît l'accord de Paris qui a été adopté en 2015, qui est souvent reconnu comme étant un succès climatique, bon, des fois un peu mitigé, mais qui guide un petit peu les objectifs des pays nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou du moins ce qu'ils disent qu'ils vont faire, ou ce qu'ils vont peut-être essayer de faire, ou ce qu'ils disent et qu'ils ne font pas après. Mais en fait, c'est quand même une pièce en diplomatie internationale importante. Fait que l'année avant, tout le monde essayait de mettre ce qu'il voulait dans l'accord de Paris. Et une des choses qui nous frappait pour avoir suivi les négociations depuis quand même un certain temps, c'était le peu d'intérêt qu'on accordait à la santé. La santé était pratiquement pas mentionnée du tout dans les premières versions de ce qu'allait être l'accord de Paris. Et on a eu le mandat d'essayer de changer ça. Il faut comprendre que les conférences des partis, ça c'est à peu près 10 000 personnes pendant 2 semaines, avec des activités qui vont de 8 h le matin à peu près 10 h le soir. Il y a tout le monde y passe, là, que ce soit les premiers ministres ou les ministres des Affaires étrangères, des Affaires environnement ou l'équivalent. Il n'y a évidemment pas grand monde de la santé, mais c'est souvent un gros show. C'est un petit peu comme ça l'année avant Paris. Et en fait, ce qu'on a réussi, puis j'en parle souvent parce qu'on était étudiants en médecine, là, je veux dire, c'est le travail de la fédération, mais on a réussi à intégrer le concept de santé dans ce qui allait être l'accord de Paris en parlant des co-bénéfices de l'action environnementale. On était 4 étudiants en médecine, dont nous 3 qui sont sur la photo, et 5 pays membres de la Convention cadre. En fait, pas mal tous les pays sont membres, là, mais 5 pays ont soumis exactement mot pour mot ce qu'on leur suggérait comme amendement. Et ça a eu le résultat dans la déclaration finale de cette conférence-là. Je vous l'ai mis en rouge parce que c'est beau, là, c'est encore plus évident. Mais, et c'est un langage très, très, très technique, hein, fait qu'il faut le prendre avec un grain de sel, mais introduire la santé n'était pas mentionnée. Donc, introduire un concept dans un accord international relève parfois d'un miracle. Puis, je comprends toujours pas exactement comment on a réussi ça. Mais pour moi, c'est la démonstration que, en tant qu'étudiant, on peut faire des choses et que la voix de la santé porte terriblement fort dans la sphère climatique. Puis ça a renforcé un petit peu l'engagement que personnellement j'ai. Et ça, en fait, c'est une slide que j'ai volée à l'Organisation mondiale de la santé parce que l'Organisation mondiale de la santé était très, très, très contente de notre travail et l'utilise de façon régulière après pour convaincre les pays de l'OMS de faire leur job. Voilà pour la petite histoire. En 2015, en 2009, la revue internationale de Lancet, dont je vais reparler brièvement après, a fait un premier rapport. Fait que si vous voulez vraiment lire la première grande pièce d'information, premier grand rapport sur l'état des changements climatiques et de la santé, je vous réfère à ce rapport-là qui a été publié il y a déjà 11 ans, dans lequel la revue médicale concluait que les changements climatiques étaient la plus grande menace à la santé du 21e siècle, avec une série de raisons pourquoi. Ça a été repris en 2018 seulement, donc à peu près 9 ans plus tard, par l'Organisation mondiale de la santé. Là, on comprend que dans le contexte d'une crise sanitaire internationale liée à la COVID, c'est un peu plus gênant de dire que c'est la plus grande menace à la santé, mais ça reste que la menace, elle est là. En 2015, le Lancet a été un peu plus optimiste, puis en fait a changé un peu pas changé son message, mais a précisé en fait que finalement,
combattre les changements climatiques, avoir une lutte efficace au changement climatique, ça pourrait être la plus grande opportunité pour la santé. Et donc, ça vient ajouter une composante super intéressante où on travaille à l'élaboration de solutions qui sont positives et on ne voit plus la lutte au changement climatique comme quelque chose de contraignant, de économiquement difficile, mais plutôt comme quelque chose de positif. Et on y reviendra. Depuis 2016, le Lancet publie à chaque année, vers le mois de novembre-décembre, un rapport annuel sous le nom du Lancet Countdown, donc le compte à rebours du Lancet sur la santé et les changements climatiques. L'année passée, le rapport concluait en fait que la vie de tous les enfants nés aujourd'hui allait être affectée par les changements climatiques. Le Lancet, en fait, a établi 40 indicateurs qui suivent. Donc, c'est un petit peu en fait, c'est ce qui suit, le 40 indicateurs qui lient changement climatique et santé, que ça touche les engagements financiers des États, mais certains indicateurs en termes de maladies infectieuses, de chaleur extrême, de feux de forêt, etc. Pour vous donner une idée de l'impact de ces rapports-là, puis c'est un langage qui est très qui est de haut niveau, au niveau scientifique, mais je pense que c'est vraiment là où vous avez le plus d'informations si jamais vous voulez aller chercher de votre façon sur le site web. Tu peux jouer avec les données par pays, tu peux voir les évolutions, c'est vraiment le fun, ils ont rendu ça accessible. Mais il y a eu un tweet de Hillary Clinton sur le rapport, puis il y a même Leonardo DiCaprio qui en a parlé. Et là, cette année, ce qui est vraiment le fun, ben en fait, moi, je trouve ça le fun parce que je suis impliquée, mais on lance le rapport 2020 ce mercredi. L'embargo, je peux pas vous donner trop de scoop, mais l'embargo va être levé à 6h30 mercredi soir. Puis, en fait, on présente des nouvelles données sur les impacts des changements climatiques sur la santé des Canadiens. On touche la chaleur extrême, la pollution atmosphérique, puis on touche aussi l'intersection de la crise sanitaire à la COVID et de la crise climatique. Donc, je vous invite à suivre ça si ça vous intéresse. On est certain on a déjà pas mal d'entrevues qui sont faites ou qui vont être faites. Donc, ça va être rapporté médiatiquement, mais le rapport va être rendu disponible sur le site du Lancet Countdown. Fait à suivre cette semaine, c'est comme un des plus gros événements internationaux de l'année qui se passe dans 2 jours. Donc, je vous en donne une petite primeur. C'était un petit peu la mise en contexte, mais là, je vais passer directement dans les impacts des changements climatiques sur la santé. Et une des belles images, en fait, c'est tiré du rapport canadien de l'année passée du Lancet sur qui est comme ce qu'on va publier dans 2 jours. Le rapport l'année passée, qui a été fait en collaboration avec l'Association médicale canadienne, a fait une super belle infographie spécifiquement des impacts sur la santé au Canada. Les changements climatiques vont influencer la santé des gens dans tous les pays à travers le monde. Parfois, on pourrait penser que le Canada sera pas affecté parce qu'on est un pays nordique qui est comme protégé, il fait froid, puis bon. Mais c'est faux. Les changements climatiques vont changer notre santé. Il faut savoir que le Canada se réchauffe de 2 à 3 fois plus vite que le reste du monde, 2 fois dans le sud, 3 fois dans le nord. On s'attend à ce que la température moyenne dans des villes comme Montréal augmente de 3 degrés d'ici la fin du siècle jusqu'à plus 7 degrés dans le nord. Donc, c'est certain que ça va être lié à des perturbations importantes au niveau de la santé. Un des impacts qu'on voit particulièrement, c'est la chaleur extrême. Puis François pourra témoigner directement de l'impact du stress que peut amener la chaleur extrême sur le cœur, par exemple, mais même sur le cerveau. Dans les périodes de chaleur extrême, ce qu'on voit en ce moment, c'est une augmentation de la mortalité de toutes causes confondues. Donc, quand on suit les courbes de mortalité, quand il fait excessivement chaud, bien, les taux de mortalité augmentent pour différentes maladies, différentes populations. Évidemment, il y a certaines populations qui sont plus à risque. On parle des personnes en haut de 65 ans. Quand on vieillit, on perd des mécanismes normaux de régulation de chaleur. Donc, on est moins capable de s'adapter parce que notre corps perd cette capacité naturelle-là. Mais aussi, souvent, quand on est plus âgé, on a des maladies qui nous mettent à risque, que ce soit des maladies comme l'hypertension, l'athérosclérose, même des maladies comme le diabète. Et souvent, on a plus de médicaments et les médicaments peuvent altérer. Dans les autres populations qui sont particulièrement vulnérables, on parle des populations qui ont des troubles du spectre de la santé mentale, les personnes qui vivent dans des quartiers socio-économiquement défavorisés, souvent parce que leurs communautés sont moins bien adaptées, les logements sont moins bien isolés, donc retiennent beaucoup plus la chaleur et il tend à avoir plus de béton dans ces environnements-là. La chaleur extrême, on le voit déjà. Je vous ai mis des images de la Direction de santé publique de Montréal. En fait, en 2018, récemment, il y a eu une immense vague de chaleur à Montréal qui a fait les manchettes. On en a parlé régulièrement. Et la Direction de santé publique a essayé de faire un état des décès. La première carte, en fait, c'est juste les zones de chaleur à Montréal.
faut comprendre qu'on a construit des villes avec beaucoup d'asphalte, beaucoup de béton, et bien que ça peut être très pratique pour les routes, le problème de cette affaire-là, c'est que ça capte la chaleur. Donc, on se retrouve avec des phénomènes d'îlots de chaleur, ce qui fait que, disons, qu'il fait 30 degrés quelque part, l'îlot de chaleur, c'est une zone qui va retenir la chaleur, puis il peut faire quelques degrés de plus, là, pas juste 1 ou 2, mais des fois, on parle même de plusieurs degrés de plus qu'il est censé faire parce que l'environnement retient la chaleur. Donc, on crée des espèces de zones suffocantes, et c'est ce qu'on voit dans les quartiers qui sont en rouge, qui sont des zones à indice de vulnérabilité très élevé à la chaleur, et en bleu, bien, comme vous pouvez voir, dans le West Island, il fait bon vivre, il y a beaucoup d'arbres, il y a plus d'espace, on est moins vulnérable à la chaleur, mais dans les quartiers plus pauvres, que ce soit Montréal-Nord ou l'Est, le sud-est de la ville, on a un indice de vulnérabilité plus élevé. La prochaine carte, c'est là où les décès ont été répertoriés en 2018. Les petites étoiles, sauf pour quelques exceptions, sont dans les zones de vulnérabilité. Donc, les gens, quand ils meurent de la chaleur extrême, on le sait où ils vont mourir. Et ça, pour moi, c'est une illustration assez claire qu'on sait exactement où agir pour éviter ces décès-là. C'est des décès qui peuvent être évitables avec des solutions qu'on peut mettre en place, mais la chaleur en ce moment la chaleur extrême tue déjà des gens au Québec en ce moment. Et donc, ça fait des unes comme ça, comme on a vu à l'été 2018, qui a été particulièrement marquante. Les chiffres révisés ont donné peut-être état de 86 décès, mais ça se peut que ce soit une sous-estimation parce qu'on n'est encore pas très bon à savoir exactement à identifier tous les gens qui meurent de la chaleur de différentes façons ou qui voient leur état de santé dégradé en raison de la chaleur extrême. D'autres impacts des changements climatiques, on sait que ça va changer les allergènes, en fait, et qui risquent de causer quand même des grandes causes d'incapacité de travail. Là, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'allergies. Si vous faites partie de ces gens-là, je suis désolée, mais ça se peut que vos allergies augmentent dans les prochaines années parce que les périodes d'allergènes vont augmenter en raison des changements climatiques. Donc, il risque d'avoir plus d'allergènes et les allergènes vont arriver plus tôt, vont durer plus tard, et donc la saison des allergènes va augmenter. Et ça a été modélisé là, dans les perspectives économiques comme étant une des choses qui allait peut-être coûter le plus cher à l'économie québécoise en raison d'une incapacité de travail associée à ça et aussi en raison des consultations médicales qui vont être liées. Les changements climatiques viennent aussi influencer des infections, des maladies infectieuses. Je vous ai mis une belle photo de la maladie de Lyme. Il y a plusieurs maladies qui sont influencées par les changements climatiques, là, des infections. Il faut comprendre que les changements climatiques modifie un peu les conditions dans lesquelles, que ce soit des conditions d'humidité ou de chaleur. Et souvent, en fait, l'eau et la chaleur, les bébites adorent ça. Fait que ça soit dans certains pays où on suit particulièrement les maladies comme le choléra, la fièvre d'Agne, on voit une augmentation dans les dernières années. En Amérique du Nord, on risque d'être très touché par la maladie de Lyme qui commence déjà à monter, mais il y a une couple d'années, on n'en voyait pas au Québec la maladie de Lyme. Puis on estime que d'ici 2050, il pourrait en avoir en Abitibi puis au Saguenay parce qu'on va créer des conditions avec le réchauffement climatique qui vont être propices à ce que la maladie, à ce que la tique vive, se reproduise puis infecte différentes qui permettent en fait à la tique de vivre dans un nouvel environnement. Évidemment, ça va un petit peu de soi, mais les changements climatiques vont, par des événements météorologiques extrêmes comme les sécheresses, les inondations, vont créer des conditions d'insécurité alimentaire qui peuvent être liées à la malnutrition, particulièrement dommageables pour les enfants en bas âge, 0-5 ans. Il y en a qui vont dire parfois, oui, mais peut-être qu'au Canada, on va être content parce qu'il va y avoir des nouvelles zones qui vont être exploitables au niveau agricole. C'est peut-être vrai, mais à travers le monde, ce qu'on voit en ce moment, c'est une diminution des capacités de récolte. On voit des diminutions de l'ordre de 3-6 % de certaines semences dans les dernières années. Une période de sécheresse extrême, quand tu dépends de soit ton terrain agricole pour avoir un revenu de base pour ta famille, et quand tu n'as plus cette source de revenus et tu n'as plus non plus cette source alimentaire, ça peut entraîner des migrations de masse, on en reparlera. Un autre des impacts sur la santé des changements climatiques fait partie des feux de forêt. On en a vu cet été, on en a vu dans les dernières années. Un des exemples les plus récents, en fait, c'est à Fort McMurray en Alberta et Colombie-Britannique, 2016-2017. Mais on a été obligé d'évacuer 880 patients, 700 professionnels de la santé. On a fermé 19 établissements de santé, incluant des hôpitaux et des soins de longue durée. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est une augmentation des consultations d'urgence. Les feux de forêt sont particulièrement inquiétants pour 2 raisons. Les arbres, c'est des excellents séquestreurs de carbone. Donc,
la base des changements climatiques, en fait, c'est qu'on a brûlé des énergies, des gaz qui émettent beaucoup de carbone dans l'atmosphère, entre autres. Il y a d'autres polluants, mais le carbone en est un qu'on a particulièrement abusé. Et les arbres ont le beau rôle d'être capables d'absorber le carbone. Quand tu les brûles, mais tout le carbone qui sont absorbés est relâché dans l'atmosphère. Et donc, les changements climatiques qui sont causés par une augmentation de la concentration de carbone dans l'atmosphère engendrent des feux de forêt et les feux de forêt relâchent encore plus de carbone dans l'atmosphère. Et là, vous pouvez peut-être comprendre un petit peu le cercle vicieux dans lequel on est. Les feux de forêt entraînent aussi des déplacements de population, de la pollution. C'est bien étudié que des populations qui vivent, qui sont témoins de feux de forêt, souvent vont remarquer une augmentation des problèmes pulmonaires, là, que ce soit des infections, des pneumonies, des irritations, de l'asthme, des exacerbations de, par exemple, maladies pulmonaires obstructives chroniques. Ça cause un stress et il y a même ça vient toucher également la santé mentale dans sa large forme, là, que ce soit au niveau de l'anxiété, la dépression et même parfois des chocs traumatiques. Les inondations font aussi partie des événements météorologiques extrêmes qu'on suit au Québec. Ça a été relativement bien démontré que les changements climatiques entraînent des conditions un peu plus favorables aux inondations. Pas parce qu'il y a moins de neige l'hiver, mais parce que les conditions du dégel changent un peu, ce qui fait qu'il y a une fonte un peu plus rapide des neiges et nos rivières ont de la misère à l'absorber. Et ça fait des images comme on a vu dans les dernières années avec des destructions de maisons, des déplacements forcés de population. Puis éventuellement, bien, si on sèche pas bien la maison par la suite, mais on peut parler de moisissure qui entraîne aussi des troubles de santé. Malnutrition, j'en ai déjà parlé, désolée. Migration, et ça, je vais bientôt finir puis laisser la parole à François. Les changements climatiques vont être probablement le plus grand agent de migration de population à travers le monde. On peut s'attendre que le Canada va devoir faire face à une demande accrue de migrants qui vont vouloir venir s'établir ici parce que dans leurs pays respectifs, que ce soit dans le Sub-Sahara et même en Amérique centrale, leur pays ne pourrait plus être assez sécuritaire, soit parce qu'ils vont être frappés par des ouragans après ouragans après ouragans, ou parce qu'il va y avoir des sécheresses. Il commence même à avoir une migration intranationale aux États-Unis. Il y a eu un super bel article du New York Times récemment qui démontrait qu'il va y avoir des mouvements de population de masse là, aux États-Unis dans les prochaines années en région des changements climatiques. Et on est peu prêt à absorber ces changements-là. Parce que c'est certain que s'il y a demain matin, 50 000 personnes qui arrivent à Montréal, bien, ça change, ça pose quand même un stress sur les infrastructures de la ville, sur l'accès à certaines ressources. Et donc, c'est quelque chose qu'il va vouloir considérer parce qu'il va y avoir des migrations. Ça, c'est inévitable, c'est bien documenté. Puis on est même à l'échelle internationale en train de définir et peut-être éventuellement de reconnaître là, ce que c'est un réfugié climatique. Et en dehors de tout ça, ben, c'est sûr que je vous parle d'événements qui ne sont pas très nécessairement joyeux de base, là, mais c'est évidemment évident qu'il y a de l'anxiété, du stress qui est lié au changement climatique de différentes formes. On essaie de plus en plus, on entend parler beaucoup d'éco-anxiété. D'un point de vue très médical, ce n'est pas quelque chose qui a encore été défini par les psychiatres, donc ce n'est pas dans le DSM, la Bible de la psychiatrie. Ce n'est pas nécessairement parce que ce n'est pas réel, mais il y a encore des discussions sur comment bien définir ce terme-là, parce que si on le définit, c'est pour l'utiliser. Donc, il y a encore ce débat-là dans le monde un peu plus médical de santé, mais on l'entend, on le remarque. Il y a des jeunes qui sont stressés pour leur futur, qui vivent une certaine angoisse face à ça. Mais les événements météorologiques extrêmes, que ce soit les feux de forêt, les vagues de chaleur extrêmes, les inondations, les ouragans, entraînent anxiété, stress, dépression. Ça a été étudié, ça, même au Québec. Là. La directrice régionale de santé publique de l'Estrie, Mélissa Généreux, qui était à Tout le monde en parle récemment, a étudié beaucoup ça sur certaines populations, puis notamment dans le coin de Mégantic, mais est comme une des spécialistes au Québec là-dessus, mais ce qu'elle dirait, c'est qu'il y a souvent, on remarque là, une augmentation des taux de dépression, de troubles anxieux, de troubles d'adaptation après des événements de cette ampleur-là. Et je vais terminer là-dessus. En fait, je parle toujours de pollution atmosphérique, qui n'est pas une conséquence des changements climatiques, mais qui partage les mêmes causes que les changements climatiques, c'est-à-dire le fait qu'on brûle du gaz pour faire plein d'affaires, que ce soit se transporter, chauffer nos maisons.
la pollution atmosphérique a été en fait nommée comme le plus grand tueur silencieux du monde par différentes organisations, dont l'OMS. Pourquoi? La pollution, en fait, affecte tous les organes de notre corps. Puis François va peut-être en parler tantôt. Mais j'aime cette image-là parce qu'en fait, ça a été publié dans le Guardian en mai 2019. C'est assez récent. Ils ont pris une revue de littérature d'un article qui avait été publié dans une revue américaine, puis ils ont fait un infographique super accessible. Mais finalement, ce qu'on apprend, c'est que la pollution atmosphérique endommage probablement tous les organes du corps, en créant une espèce de toxicité et inflammation chronique. Donc, que ça soit le cerveau, ça a été affilié avec la démence, ça a été affilié à une augmentation des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, certaines formes de cancer et même de maladies endocriniennes. À travers le monde, c'est à peu près 1 décès sur 8 qui serait lié à la pollution atmosphérique, ce qui est beaucoup plus que le VIH, le sida, la tuberculose et la malaria réunis ensemble. Au Canada, et ça, c'est des chiffres qui ne sont pas encore sortis, mais qui vont être publiés par Santé Canada sous peu, on estime que c'est 15 000 décès prématurés par année au Canada et c'est à peu près 4 000 au Québec. Donc, c'est la pollution qui est liée, oui, au carbone, mais aussi à d'autres types de polluants. Fait que des fois, les chiffres varient selon quel type de polluants les études calculent, mais ça inclut aussi genre les monoxydes d'azote et ce qui contient du soufre. Mais en ce moment, il y a 4 000 personnes par année au Québec qui décèdent de la pollution atmosphérique. Dans des villes comme Toronto, on estime qu'un nouveau cas sur 4 d'asthme chez les enfants est lié à la pollution atmosphérique. Donc, c'est 1 enfant sur 4 qui pourrait ne pas avoir de diagnostic d'asthme si on améliorait le contrôle de la qualité de l'air au Canada. Et ça, c'est certainement lié à une diminution du fait qu'on brûle des énergies fossiles. Et voilà, donc éventuellement, je continue en disant qu'il y a possibilité de faire bien puis qu'on parle de solutions, mais je vais laisser la parole à François puis on parlera de solutions après. Mais la bonne chose, c'est que la partie qui est censée vous donner un peu plus d'espoir s'en vient. Mais la démonstration, c'est que le climat est intimement lié à la santé. Et juste pour vous donner une idée, au Québec, on estime que c'est à peu près, juste pour la chaleur extrême, 20 000 personnes qui risquent de mourir d'ici 50 ans des changements climatiques. Les chiffres on espère qu'ils vont être mis à jour prochainement, mais ce n'est pas une menace qui est à prendre à la légère. Puis notre système, en ce moment, n'est pas prêt à ça. Autant que ce soit de la formation des médecins, de la formation des professionnels de la santé, la préparation de notre système de santé, mais également les politiques qu'on met en place ne sont pas en ce moment suffisantes. Mais on en reparlera de tout ça, des politiques, que ça veut dire l'adaptation, la mitigation, tout ça tantôt. Mais la bonne chose, c'est qu'il y a pas, c'est pas les solutions qui manquent. Donc, je m'arrête là. François, je te passe la parole. Je te laisse partager ton écran si tu as une présentation. D'accord, merci beaucoup. Je vais commencer le partage d'écran tout de suite. Bon, alors, est-ce que c'est bon pour l'image? Est-ce que c'est bon pour le son? D'accord. Tantôt, il y a eu quelques problèmes pour la voix de ma belle Claudel, là, où ça chirait un peu. Avez-vous l'impression qu'en fermant toutes les vidéos, ça améliorait le signal? C'est souvent ce qu'on faisait dans d'autres sessions. Ouais, on peut le faire, oui. Ben, c'est simplement pour ne pas perdre notre substantifique moelle. C'est toujours plus agréable un Zoom quand ça ne chie pas. On est tous d'accord avec ça. Donc, oui. D'abord, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir d'être reçu par l'IFMSA pour faire cette présentation où, dans une demi-heure, je vais vous donner un petit peu le cheminement que j'ai eu pour arriver à parler de cardiologie environnementale. Ça, c'est ce que je trouve toujours sympathique dans ce cartoon-là, c'est que ça illustre tout à fait quels sont les défis de la médecine environnementale. C'est que le gars qui arrive dans le bureau, puis tu vois qu'il est complètement imprégné d'un paquet de toxiques de l'environnement, c'est pas facile à soigner. Puis ça, ce qu'il y a d'amusant, puis sachant que je m'adresse surtout à des étudiants de médecine, c'est que j'ai dessiné ça quand j'étais, vous voyez la signature en bas, quand j'étais étudiant en 2e année de médecine pour la revue médicale de l'époque qui s'appelait Nexus. Et je ne me doutais pas que finalement, ce dessin-là allait un peu tracer la voie de ce que j'étais pour devenir.
De base, moi, je suis un cardiologue d'intervention, c'est-à-dire ceux qu'on réveille à 2 heures du matin pour aller déboucher des coronaires en criant Time is muscle. Je pratique depuis 30 ans au CHUM, d'abord Notre-Dame, le CHUM et la Cité de la Santé, où on a ouvert un laboratoire en parallèle pour desservir la population de Laval. Je suis également un professeur agrégé de médecine à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et puis, depuis 15 ans, en raison de mon intérêt pour la dimension environnementale de la cardiologie, je me suis joint à l'École de santé publique. Et puis donc, mon métier au quotidien, c'est de traiter une pathologie qu'on appelle l'athérosclérose grâce à nos moyens extrêmement sophistiqués, notamment la coronarographie, puis tous les outils modernes où on est capable littéralement de se promener une artère avec l'impression un peu comme c'était dans le voyage fantastique. Et tout cet immense outillage-là, toutes ces connaissances, toutes ces techniques-là, c'est pour traiter essentiellement une maladie qu'on appelle l'athérosclérose et qui est la principale plaie actuellement en termes médicaux sur la planète. La maladie cardiovasculaire, c'est 17 millions de décès, 31 de la mortalité mondiale. Et puis ça, c'est à peu près pour moitié cardiaque et l'autre moitié pour cérébral, cérébrovasculaire. Et puis, évidemment, ça, c'est ce que j'ai appris à la faculté de médecine et ce qu'on explique à nos jeunes, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de l'athérosclérose, parce qu'on aimerait bien savoir pour quelle raison est-ce qu'un tel ou un tel fait un infarctus ou pas, ou fait un AVC ou pas. Depuis ce temps-là, il y a eu pour déterminer ça, la célébrissime étude Framingham, que tous les médecins connaissent, mais penchez-vous sur l'historique de Framingham, c'est vraiment intéressant comment c'est apparu. C'est depuis 1948, Framingham, c'est une petite ville à côté de Boston, où la majorité, pas la totalité, mais la majorité des citoyens de Framingham sont suivis depuis plus de 60 ans et avec 4 générations. Et c'est avec l'étude Framingham, avec plus de 1200 publications, et également, c'est là qu'on a inventé le terme facteur de risque. Vous allez rire, là, mais avant 1948, le terme facteur de risque n'existait pas. Et c'est donc ce groupe de super scientifiques et épidémiologistes d'Harvard et Joel Heschel-Behai qui ont consacré le terme facteur de risque. Et quels sont ces facteurs de risque? Eh bien, voilà ce que vous savez. Hérédité, diabète, tabac, cholestérol, hypertension, sédentarité, obésité et stress. Ça, c'est du béton, on ne revient pas là-dessus. Toutefois, il y a une chose qui, moi, m'a toujours un petit peu fatigué, c'est est-ce que Framingham a tout dit? Parce que lorsque j'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique, je me suis mis à lire des trucs que normalement un cardiologue d'intervention ne lit pas, c'est-à-dire les données de santé publique, dont celle-ci, cette diapositive de l'Organisation mondiale de la santé, qui date de 2008 et que je ne comprenais pas. À savoir, c'est que vous avez à gauche tous les pays d'Europe, puis on va mettre en plus gros que ce soit les hymnes, les principaux, et vous avez la mortalité du système cardiovasculaire chez les hommes de 25 à 64 ans. Et je ne comprenais pas ça. Pourquoi en Suisse, si tu habites à Genève, tes chances de mourir d'un problème cardiovasculaire est de 60 pour 100 000 habitants, alors que si tu t'en vas en Russie, si tu habites à Moscou, c'est 750 pour 100 000 habitants. Je ne comprenais pas des différences de 1200 de mortalité cardiovasculaire dans le même groupe de personnes. Et puis, c'est plus tard que là, je me suis intéressé à ces déterminants-là. Et puis, finalement, on pourrait maintenant rebrasser nos notions à savoir pourquoi est-ce qu'on fait de l'athérosclérose, qui est la pire plague de la planète. C'est 3 triades. Premièrement, ce que je suis, votre tendance génétique ou pas à faire d'un haut cholestérol, de l'hypertension, du diabète. Ce que je fais, la sédentarité, l'obésité, le tabac, et où je suis, c'est surtout de ça dont je vais parler dans cette demi-heure, environnement, alimentation, urbanisme. Puis ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est une manifestation un peu frustre, si vous voulez, de l'épigénétique, c'est où je suis, ça va influencer ce que je fais, ça influence ce que je suis, mais plus encore, c'est où je suis, ça va influencer ce que je suis. Puis je m'explique de façon suivante, c'est qu'on sait maintenant que dans un milieu pollué, vous avez plus d'hypertendus, vous avez plus de diabétiques et vous avez plus de dyslipidémiques, qui sont 3 facteurs de risque classiques de la maladie cardiovasculaire. Pourquoi vous avez plus d'hypertendus? Ça, c'est les particules fines qui induisent une vasoconstriction systémique. Pourquoi vous avez plus de diabète? C'est que l'inflammation systémique dont on parlait tout à l'heure, Claudel, ça va induire une inflammation systémique qui induit, pour faire un shortcut, une résistance à l'insuline, puis à ce moment-là, une tendance au diabète. Puis finalement, pour la dyslipidémie, c'est qu'il y a des perturbations du métabolisme, de régulation du cholestérol qui sont altérées par le stress oxydatif dû à la pollution. Donc, même votre milieu peut changer vos facteurs de risque de base.
pour arriver finalement à ce que j'appelle un modèle cardio-environnemental que j'ai développé au fil des années. Si pour un quartier donné, vous me donnez le taux de pollution, vous me donnez le taux d'industrialisation alimentaire, c'est à quel point on consomme des aliments transformés et hyper transformés. Si vous me donnez le taux de minéralisation, qui est l'inverse du verdissement, d'accord, 1 sur alpha, et que vous me donnez le taux de sédentarité, qui est bien souvent secondaire au type d'urbanisme dans lequel vous vivez, et pour avoir vécu dans plusieurs villes différentes et avoir visité des dizaines de villes lors des congrès, des meetings et tout, je peux vous assurer que c'est tellement pas pareil. Bien, à la fin de la journée, avec ces 4 indices-là, je suis capable de vous donner le taux de mortalité cardiovasculaire. Puis, si ça vous intéresse de le suivre plus, ça, c'est les publications que j'ai faites au fil du temps qui adressent chacun de ces aspects-là. Puis qui, heureusement, a été couronné. Si vous demandez est-ce que ça a été reconnu par des pairs, mais notamment Planet Heart a été un des 3 finalistes du Len Anderson Award qui est remis à la meilleure publication scientifique. C'est pas un premier prix, mais c'est quand même un podium. Donc, pour attester qu'effectivement, c'est reconnu scientifiquement. Donc, l'item numéro 1, Claudel en a parlé, la pollution de l'air, on se rend compte de ça maintenant, ça tue plus que le tabac. Et en fait, ça a été, lorsque je faisais ce cheminement-là, j'ai été invité avec 350 autres spécialistes de la santé de 75 pays différents à participer à ce que je considère vraiment comme historique, le premier sommet climat et santé à l'Organisation mondiale de la santé et rencontrer notamment les ténors de ces questions justement de climat, pollution et santé, dont Marianne Hera, qui a été une des principales auteurs, je devrais dire autrice maintenant, concernant cette étude sur les 8 millions de décès. J'ai fait d'autres rencontres extrêmement importantes. C'est là où Claudel et moi, on s'est rencontrés pour la toute première fois et j'étais vraiment épaté par le dynamisme de cette étudiante de première ou deuxième année, je ne sais pas. Mais depuis ce temps-là, nos chemins se sont continuellement croisés. Puis en même temps, j'avais rencontré aussi Yassine Tchalakov, qui a la même implication que ma belle Claudel. Et tout ça pour dire qu'au total, ce qu'il faut retenir, on ne fera pas un cours de médecine ce soir, mais c'est que les polluants atmosphériques que l'on respire à une cadence de 10 à 20 000 litres d'air par jour, tous les jours, à chacune de nos respirations, ça induit, retenons essentiellement, un stress oxydatif et une inflammation systémique. Et ceux qui sont intéressés à avoir plus de détails sur la question, la plus belle revue de littérature, ça a été publié, ça fait longtemps déjà, ça a été publié par Brooke dans Circulation en 2010. C'est le statement de l'American Heart Association sur Air Pollution and Heart Disease. Et tout la mécanistique inflammatoire et oxydative est très bien expliquée, puis ça explique pourquoi tant d'organes sont touchés. Et on revient à la diapositive qui m'avait interpellé, qui a été pour moi le déclic il y a à peu près une douzaine d'années sur le fait de est-ce que l'environnement est un déterminant significatif? Bien, on comprend mieux cette carte de disparité régionale de mortalité cardiovasculaire si on fait une vraie cartographie. Et puis là, ça avait été publié dans l'European Heart Journal. Et ce que ça montre, c'est que le taux de mortalité cardiovasculaire est très disparate en Europe. Évidemment, dans le sud-ouest, ce qu'on voit, c'est les pays méditerranéens avec un très bas taux. En vert, c'est les plus bas taux de mortalité cardiovasculaire. Puis vous remarquez que plus vous allez vers l'est et plus vous allez vers le nord, plus la mortalité augmente. Donc, si vous ajoutez la question simplement de la pollution atmosphérique, bien aussi qu'au nord, premièrement, il chauffe, puis habituellement, il chauffe avec des combustibles fossiles. Puis deuxièmement, tu as les vents ouest dominants qui amènent un air relativement propre au-dessus de l'Atlantique et qui refoule progressivement les polluants vers l'ouest, vers l'est, pardon. Et enfin, ce qu'on sait, c'est que pour y avoir été dans l'ex-Union soviétique, des règlements environnementaux, il n'y en a pas. C'est le gros pétrole, c'est le gros charbon sale, donc il n'y a absolument aucune règle environnementale. Et intéressant, c'est que là, si on corrèle les données, ces données-là aux données satellitaires de l'Agence spatiale européenne, on voit que ça corrèle, ces taux de pic de mortalité cardiovasculaire dans ces pays-là, corrèle avec le taux d'épisodes de smog. En bleu, c'est les plus bas, en rouge, c'est les plus élevés, donc encore là, une diagonale sud-nord et est-ouest. Et pour arriver aux données plus récentes, que les morts prématurées liées à la pollution de l'air en Europe, on estime que c'est environ 800 000. Dans cette carte qui est plus récente que celle que je vous ai montrée tout à l'heure pour avoir la corrélation au même moment, mais on a quand même encore ce gradient du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest. Toutefois, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des pays qui ont fait beaucoup plus de progrès en termes de pollution atmosphérique, évidemment, la Grande-Bretagne et la Norvège.
Moi, j'étais bien content d'avoir fait cette constatation-là, mais pour découvrir que il y a bien longtemps, déjà en 2006, le docteur Aruni Bhatnagar, qui dirige le seul autre département de cardiologie environnementale que je connaisse, a fait la même étude en regardant les États-Unis. Puis ici, sur la carte américaine, vous avez dans le rouge foncé, là où il y a le plus haut taux de particules fines. Et puis, pourquoi est-ce que c'est élevé ici? Bien, vous avez Los Angeles avec son smog légendaire. Et ici, c'est autour des centrales, des mines de charbon que Donald Trump veut à tout prix essayer de repartir. Eh bien, lorsque le docteur Bhatnagar fait les corrélations avec les mortalités excédentaires sur le sol américain, on retrouve, en rouge, c'est là où c'est le plus élevé, en bleu, c'est le plus bas, on retrouve exactement ces pics de mortalité excédentaire dans les populations qui sont avoisinantes aux grandes sources de polluants de combustibles fossiles. Et pour faire au total que pendant cette première réunion à l'Organisation mondiale de la santé, on déclarait que c'était au moins 7 millions, là, les estimés, c'est environ 8 millions de décès annuellement dus à la pollution de l'air et qu'effectivement, c'est plus encore que les consommations du tabac qui est un facteur de risque pourtant extrêmement bien reconnu. Et puis, pourquoi ça intéresse le cardiologue? C'est que les décès dus à la pollution extérieure, tant extérieure qu'intérieure, c'est à 80 entre 60, selon les études, entre 70 et 80 des problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est pour ça que le cardiologue s'y intéresse comme facteur de risque extrinsèque pour expliquer des maladies cardiovasculaires. Si ça vous intéresse d'aller plus loin encore, je trouve que le meilleur département en termes de département de santé environnementale, il est à University of Southern California, qui ont publié une brochette de références et ils ont beaucoup d'études en lien des partenariats dans le monde entier. C'est une référence que je vous suggère si vous voulez avoir un coup d'œil rapide sur tous les impacts de la pollution qui, comme le disait Claudel tout à l'heure, touche toutes les étapes de la vie. Puis ça, on n'aura pas le temps de le faire, mais dites-vous que ces références existent et effectivement, du ventre de notre mère, alors qu'on est fœtus, jusqu'au 3e âge vieillissant, toutes les étapes de la vie sont touchées. Puis pour faire un petit exercice de diction, donc on a bien établi que la pollution atmosphérique, particulièrement après des voies routières polluées, ça entraîne des bébés de petits poids, plus de diabète de grossesse, plus d'obésité chez les enfants, plus de retard développemental à l'école, plus d'hypertension, plus de diabète, plus de mauvais cholestérol, plus d'asthme, plus de détresse respiratoire, plus d'emphysème, de bronchite chronique, plus de calcification artérielle, plus de thrombose avec infarctus AVC, plus d'arythmie, d'arrêt cardiaque, plus de cancer parce qu'il est du poumon, plus de Parkinson, plus de démence vasculaire et plus d'Alzheimer. Et plus près de nous, il y a cette étude-là qui a fait ces corrélations justement entre la pollution atmosphérique et l'espérance de vie, la qualité de vie des citoyens. C'est l'étude CanCheck. Ça, c'est une étude phare. Moi, je trouve que CanCheck, c'est un peu comme le Framingham, mais à l'échelle canadienne. C'est une magnifique association de plusieurs universités canadiennes avec Environnement Canada, avec Santé Canada et avec l'Agence spatiale européenne. Et en quoi l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale canadienne, excusez-moi. Et en quoi l'Agence spatiale canadienne est-elle impliquée? Mais c'est maintenant, avec les satellites, on est capable de faire des relevés au sol sur des grandes surfaces des taux de polluants. Donc, dans CanCheck, on a validé les données suivantes, à savoir mesure de polluants au sol, mesure de polluants à grande échelle corrélée avec les satellites, et ensuite les données démographiques de plus de 2 millions de personnes, et notamment le suivi avec le recensement long, que malheureusement le gouvernement Harper avait aboli quelques années, mais qui a repris maintenant et qui fait que l'étude CanCheck peut continuer avec toutes ces ressources. Et ce qu'on voit ici, c'est les taux de dioxyde d'azote, parce que dans les grands polluants, pour se résumer, là, quand on part un char à boucane, comme je dis, quand on part un véhicule à essence, vous avez du dioxyde d'azote, du dioxyde de soufre, vous avez des particules fines et vous avez de l'ozone. Ça, c'est les 4 principaux constituants nocifs. Il y a aussi les composés organiques volatiles, dont les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, mais pour l'ensemble, c'est les 4 autres éléments qui sont les plus toxiques pour l'être humain. Et puis, donc, le dioxyde d'azote, c'est cette molécule-là qui est mesurée sur ce papier. Ils ont mesuré pour tous les différents polluants. Et si on regarde Montréal plus particulièrement, bien là, ce qu'on voit vraiment, cette traînée de rouge, c'est la traînée donc de dioxyde d'azote. Puis on connaît très bien le boulevard métropolitain, avec ici le boulevard des Caries, ici le boulevard Ville-Marie. Donc, on voit les points chauds de pollution. Est-ce que ça a un impact? Oui, ça a un impact sur la santé, parce que toujours dans l'étude CanCheck, et ça, c'est validé sur 20 millions de personnes, sur plus de 2 millions de personnes
dont les dossiers ont été appariés, les données démographiques ont été appariées, c'est qu'à chaque fois que vous avez une augmentation de particules fines, d'ozone ou de dioxyde d'azote, vous avez de 15 à 25 plus de mortalité près des voies polluées. Ça, c'est un fait qui est tellement bien reconnu en Californie qu'actuellement, depuis 2003, il y a un bill sénatorial californien qui interdit la construction d'une école à moins de 500 pieds d'une voie routière polluée. On n'est pas encore rendu là en termes de légalisation pour le Québec, malheureusement. Et on parlait tout à l'heure un petit peu du cerveau. Ça, je viens de donner, il y a pas un mois, un séminaire à l'American Psychiatry Association à propos de ce sujet-là de polluted brain, parce que, étant cardiologue, je reconnais quand même que le cerveau reste l'organe le plus important du corps humain et que le cœur est juste là pour servir le cerveau. C'est ça notre finalité. Et puis même si je ne suis pas un cardiologue, mais toute la littérature qui s'accumule montre des évidences et il y a eu des très beaux éditoriaux. Ça a été publié dans Science il y a 2 ans, ce que je vous le recommande. Puis on voit dans notre littérature, que ce soit dans Stroke ou Circulation, une série de publications au point que finalement, dans Lancet, ils ont fait un éditorial intitulé Air Pollution and Brain Health, an Emerging Issue. Et effectivement, c'est quelque chose où on se rend compte qu'il y a bien des problèmes de santé mentale auxquels on s'adresse qui ont une partie significative, dont une partie significative s'explique par la pollution urbaine. D'ailleurs, je vous fais juste un petit clin d'œil parce que ça, on pourrait en parler, comme je vous l'ai dit, je donnais un séminaire complet là-dessus, mais on sait de longue date que les adolescents des villes font plus souvent des crises psychotiques que les adolescents du milieu rural. Donc, une incidence plus élevée de crises psychotiques. Puis ça, on ne se l'était jamais tellement bien expliqué. Et puis quand on pose la question à des experts, psychologues, psychiatres, ils disent que la cause la plus généralement reconnue, c'est la consommation de drogue qui est plus facile à faire dans un milieu urbain que dans un milieu rural. Toutefois, il y a eu des papiers plus récemment où ils ont fait des corrélations également avec les taux de pollution et ils disaient que justement, l'exposition à des polluants de façon significative pendant toute l'enfance augmentait de façon significative également le taux de crise psychotique chez les adolescents. Donc, ça touche vraiment tous les aspects de notre vie. Maintenant, on se dit à quel point c'est important, parce que moi, en fait, j'ai passé toute ma vie dans un milieu pollué. C'était plus pollué quand j'étais un petit bonhomme qu'aujourd'hui. Il y a quand même eu des progrès incontestables en termes de qualité de l'air, notamment à Montréal. Mais c'est encore loin d'être parfait. Mais est-ce que c'est un problème significatif ou est-ce qu'on est mieux de continuer à s'occuper de la lutte contre le tabac et contre le COVID? Est-ce que la pollution atmosphérique, c'est significatif? Il y a une première étude qui a été publiée en octobre 2017 par l'Institut international de développement durable, qui est basé à Winnipeg. Et puis, ils ont établi dans ce rapport-là, en 2017, que les coûts inhérents uniquement à la pollution atmosphérique en termes de maladies, soins de santé et validité s'établissaient à 36 milliards de dollars. 36 milliards de dollars. Quand ce rapport-là était sorti en 2017, je trouvais l'argument déjà passablement convaincant. Mais une étude plus récente, qui est sortie pas plus tard que décembre 2019, de Santé Canada, puis je vous invite à aller lire ce rapport-là en attendant la prochaine édition dont a parlé Claudel, mais le rapport sorti en décembre 2019, ça met en toutes lettres que le nombre de mortalités par année au Canada, c'est 14 600 par année, et c'est des chiffres que les auteurs estiment conservateurs, dont 3 800 au Québec. Mais surtout, ça, c'est le chiffre qui m'a encore plus soufflé, c'est la valeur économique totale de tous les impacts sanitaires liés à la pollution de l'air s'établit à 114 milliards de dollars pour le Canada et 28 milliards de dollars pour le Québec tous les ans. Donc ça veut dire que c'est des soins de santé plus ou moins artificiels qui n'existeraient pas si la pollution de l'air n'était pas là. Donc, il y a quelque chose, c'est certain que si je mettais un air parfaitement pur demain matin, je ne pense pas faire épargner 28 milliards de dollars en soins de santé l'année suivante. Il y a toute une structure qui va continuer à se nourrir par elle-même. Mais néanmoins, c'est qu'on voit l'impact qui est significatif et on ne parle pas de chiffres insignifiants, on parle d'énormes montants pour lesquels il est facile de faire des progrès. Tant le nombre de mortalités, mais surtout les gens malades toute leur vie à cause de ça. Mourir est une chose, mais celui qui vit avec une qualité de vie déplorable qu'on amène quand même grâce aux technologies qu'on a maintenant, notamment en cardiologie, on peut les amener à 80 ans, mais malheureux. Et puis, pour revenir à une déclaration que j'aime beaucoup du Dr. Harris,
qui est le chef du service de santé environnementale à l'Université d'Illinois. Et après, c'est un éditorial qui est publié dans Chicago Medicine. Ça fait déjà 6 ans qu'il a publié ça. Donc, ce que Peter publiait, c'était « Every dollar spent complying with the Clean Air Act produced $25 in savings from reduced healthcare costs. » Deuxièmement, un aspect que je vais aborder extrêmement rapidement, mais c'est parce que c'est tout interrelié. Puis ça, c'est la plus belle citation que je montre à tous les étudiants de médecine que j'ai croisés depuis 30 ans. J'en ai vu quelques milliers, mais je l'aime tellement, puis c'est tellement vrai que ça reste toujours vrai. C'est « People are fed by the food industry, which pays no attention to health, and are treated by the health industry, ça c'est nous ça, which pays no attention to food. » Puis effectivement, ce que ça donne, c'est qu'au total, on a une civilisation hyper industrielle, mais peut-être beaucoup plus aux États-Unis que nous autres, mais néanmoins, c'est ubiquitaire autour de nous, on mange à la nord-américaine, et puis tout ce qu'on achète dans le panier d'épicerie moyen, ça c'est un article dans Time où on démontrait qu'est-ce que c'était le panier d'épicerie moyen des Américains, mais il n'y a plus rien de normal ou de naturel là-dedans, c'est toute sortie de sel, de gâteaux, de sucre industriel ajouté, nommez-le. Puis la conséquence majeure de ça, moi je vous dirais que c'est l'explosion de l'obésité, du syndrome métabolique et par conséquence du diabète. En 1980, il y avait 5 millions de diabétiques aux États-Unis. En 2005, ça avait triplé à 15 millions de diabétiques aux États-Unis. Puis là, vous pourriez me dire, ben là, 2005, il me semble que 2020, on devrait savoir, on devrait être à peu près là. Mais la réalité, c'est qu'en 2018, on était rendu à 30 millions de diabétiques. Et c'est d'abord et avant tout, et je pense que c'est un avis assez généralement concerné, c'est le type d'alimentation à amener ce syndrome cardio-métabolique à grande échelle. Puis pourquoi est-ce que ça nous intéresse dans la question environnementale? Bien là encore là, alimentation égale environnement, tout. De faire les aliments jusqu'à nous les faire parvenir, puis gérer les déchets et tout est environnement dans l'alimentation. Mais c'est l'interaction également qu'on peut trouver entre la pollution atmosphérique et la mauvaise alimentation. Puis ça, le docteur Valentin Foster, si vous voulez, je vous présente une de mes idoles, en voici un. Valentin Foster, il travaille, c'est le chef du département de cardio du Mount Sinai à New York. C'est surtout l'éditeur en chef du JACC, le Journal of the American College of Cardiology, qui est une de nos 2 grandes revues de cardiologie, et puis qui a un lot de publications et de prix. Donc, pour moi, c'est le pape de la cardiologie quelque part. Et puis, l'étude que Dr. Foster a faite est extrêmement intéressante. Puis encore là, ça fait longtemps. Ça a été publié dans le JAMA en 2005. Le JAMA, c'est le Journal of the American Medical Association, vraiment une revue à haute cote. Alors, il a fait l'expérience suivante qui intéresse tous les cardiologues, c'est qu'il a utilisé des souris transgéniques pour étudier l'effet de l'alimentation dite normale à une alimentation dite riche en graisse ou un peu McDo-like. Et puis, au bout de 6 mois, ces souris sont des souris transgéniques qui font donc de l'athérosclérose accélérée. C'est pour ça qu'on prend ce modèle animal-là, parce qu'il développe des plaques d'athérosclérose rapidement. Donc, on peut voir l'effet des médicaments ou des traitements. À 6 mois, les souris sont sacrifiées. Puis ce que vous voyez ici en bleu, c'est la horde de la souris qui est coupée comme un saucisson. Puis en rouge, c'est la plaque d'athérosclérose. C'est ça qu'on débouche tous les jours là, avec nos ballons, nos stents et autres devices. Puis on n'est pas étonné que les souris qui ont mangé donc de façon grasse et sucrée pendant 6 mois ont des plaques d'athérosclérose plus grosses que les souris qui ont mangé dit normalement. Mais l'intérêt de l'expérience du Dr. Foster, c'est qu'il a fait une expérience 2 par 2 où il a comparé aussi avec de l'air pollué, c'est-à-dire faire respirer à nos petites souris des vapeurs de diesel à raison de particules fines de 10 microgrammes par mètre cube par surface. C'est très calculé. Dans les études de toxicologie de ces différents gaz-là, ils sont capables de faire ça de façon extrêmement précise et ça représente à peu près le taux de polluants qu'on retrouve si vous êtes dans le bas du boulevard des Caries, 10 microgrammes par mètre cube de particules fines. Et ce qu'on voit, c'est lorsque vous avez la synergie de l'air pollué et de la bouffe McDo, là, vous avez une immense plaque d'athérosclérose. Donc, la combinaison des deux est extrêmement délétère, puisque le Dr. Foster a fait avec cette élégante démonstration animale, c'est de montrer la tempête vasculaire parfaite, quelqu'un qui mange du fast-food dans un centre-ville pollué.
Enfin, troisième, îlots de chaleur urbain, pollution, changement climatique. Claudel en a parlé tout à l'heure. C'est extrêmement important d'adresser ces points de vue-là, surtout la question des îlots de chaleur urbain. Les îlots de chaleur urbain, ça, c'est la carte complète dressée par des géométriciens de l'Université de Montréal et François Carayas et par Guy Baudouin, qui est géométricien à l'UQAM. Ils ont établi une carte des îlots de chaleur urbain pour vraiment bien comprendre la problématique. Et c'est eux qui ont fait les déterminants, à savoir que lors d'une belle journée ensoleillée, les différences de température entre un boisé urbain et un milieu complètement minéralisé, comme un grand parking, il pouvait avoir jusqu'à 15 degrés Celsius de différence. Puis évidemment, ces zones d'îlots de chaleur urbain, eh bien, ça devient extrêmement problématique justement pour les résidences qui n'ont pas de climatisation et les populations environnantes. Et puis, c'est toujours la même chose. Pourquoi il y a des îlots de chaleur urbain? C'est à cause d'une espèce de mentalité de faire des villes en sacrifiant tout ce qui est espace naturel autour. Pourtant, il y a un consensus à savoir que la meilleure technologie pour combattre les changements climatiques, ça c'est un beau papier dans Scientific American, ce n'est pas une technologie, mais ça reste les forêts, ça reste les arbres. On se rappelle notamment que la moitié des forêts ont été rasées depuis l'avènement de l'humanité et que ça met en péril à la fois des équilibres au point de vue du maintien de la biodiversité, mais aussi en termes de la captation de l'oxygène et peut-être éventuellement de l'émission, la captation du CO2, du gaz carbonique et l'émission de l'oxygène. Dans les avantages que le verdissement peut apporter, évidemment, tout le monde connaît maintenant le Shinrin-yoku. J'en dis juste quelques mots, mais pour les physiologistes, les médecins japonais, la santé publique japonaise, le fait d'être exposé en forêt, d'être dans un milieu d'arbres, ils ont mesuré plusieurs paramètres chez des volontaires, justement des étudiants en médecine, quelques centaines d'étudiants en médecine qui sont prêtés à ça, à séjourner en ville versus à la campagne, puis le tout soit en marchant, soit en étant assis. Ils ont mesuré tous les paramètres du système nerveux autonome, système endocrinien, système immunitaire, le taux de cortisol, puis tous ces paramètres-là s'amélioraient. Mais moi, je trouve encore plus intéressant que ça, que cet effet qui semble tout à fait lignifiant. Moi, je sais que marcher dans le bois, ça me fait du bien, ça chasse mes idées sombres, puis ça me remet pépé, mais c'est le rôle extrêmement puissant comme régulateur de l'atmosphère et comme filtre à air. C'est que toute la toxicité, tout ce qu'on envoie comme polluant, bien, les arbres, c'est probablement nos meilleurs alliés pour détoxifier justement cette espèce de crasse de suie atmosphérique que l'on sécrète. Et puis celui qui a le mieux étudié le sujet, c'est un scientifique avec qui j'ai eu le plaisir de présenter il y a environ 2 mois, David Nowak, qui a fait des travaux absolument remarquables. De base, David, c'est un ingénieur forestier qui travaille au State University de New York et qui s'intéresse beaucoup aux liens entre les forêts, comme ingénieur forestier, c'est son métier, mais aussi des corrélations avec la santé humaine. Et puis, une des études, un des beaux papiers qu'il a publié, que je trouve extraordinaire, c'est qu'il a calculé avec les grands moyens, vraiment les métadonnées, ce qu'on appelle le big data, quelle est la quantité de polluants que les arbres extraient, parce que les arbres respirent et absorbent donc le NO2, le SO2, l'ozone, les particules fines et épurent l'air littéralement au même titre qu'ils vont épurer une rivière. Et puis, ce qu'a calculé David, c'est qu'aux États-Unis, ça c'est la valeur pour 2010, les arbres enlèvent pour 17 millions de tonnes d'air de smog, de pollution aérienne. Et le fait d'avoir extrait activement ces 17 millions de tonnes de smog auxquels les humains ne sont plus exposés, ça a un effet positif, ça sauve des soins de santé évalués à 6,8 milliards de dollars. Donc, encore une fois, la question de la qualité de l'air, on a des façons de moduler ça. Et non seulement l'arbre est un excellent stabilisateur au point de vue climatique, mais au point de vue de notre santé intrinsèque, c'est bon aussi. Là, on peut se dire, bien, à quel point c'est efficace. Là, je vais vous présenter un autre scientifique, encore une fois, que j'ai eu le plaisir d'aller rencontrer à l'Université de Glasgow, Richard Mitchell, qui est un épidémiologiste écossais et qui a fait avec un géographe qui s'appelle Frank Popham une étude absolument extraordinaire. Encore là, du vieux stock, Lancet 2008, mais c'est des études que je pense tout étudiant en médecine devrait avoir été exposé en termes de données de santé publique. Et l'étude qu'il a publiée est extraordinaire. Pendant 5 ans, ces 2 scientifiques-là ont suivi les 40 millions de dossiers des citoyens britanniques de la naissance jusqu'à la retraite. Ils ont relevé les 360 000 certificats de décès. Ils ont divisé cette population-là en 4 quartiles selon le revenu.
Et surtout, c'est ça l'intérêt, en 5 quintiles selon l'exposition au milieu vert. Et puis là, ça, c'est le résultat. En fait, il y a beaucoup de résultats, mais le plus intéressant pour nous, c'est ce graphique-là. Puis ça a l'air compliqué, c'est extrêmement simple, je vous le résume. Pour commencer, la ligne de base, c'est les riches. Ensuite, le deuxième groupe, c'est le 25 deuxième quartile moins riche, troisième quartile moins riche. Et enfin, le quatrième quartile, les plus pauvres. Donc, la colonne rose compare le quartile le plus bas au quartile le plus haut, qui est la ligne de base. Puis enfin, les 5 groupes, c'est les groupes où tu es le moins exposé au vert jusqu'au groupe le plus exposé au vert. Donc, ce qu'on voit, c'est que plus on est en milieu vert, plus la différence de mortalité entre les pauvres et les riches s'atténue. Je redis ça autrement. Overall, la bonne nouvelle, c'est que pour tout le monde, les pauvres et les riches, en milieu vert, on observait une réduction globale de 6 de mortalité cardiovasculaire. Puis ça, je vous rappelle, c'est sur 40 millions de sujets. Fait que ça commence à faire du bon. Mais surtout, au point de vue sociologique, une réduction de moitié de 219 à 154 de la différence de décès cardiaque observée entre les pauvres et les riches. Et puis, il a fallu, à un moment donné, avoir toutes sortes d'arguments pour justifier la position, la préservation des espaces verts en milieu urbain. Et puis, la Toronto Dominion a vu faire des études absolument fantastiques. Elle a publié en 2014, je passe rapidement, mais la valeur du capital vert de la ville de Toronto est estimée à 7 milliards de dollars et que la valeur des services annuels, des écoservices donnés par la forêt urbaine de Toronto, c'était de 80 millions. Cette étude a eu tellement de succès qu'on a demandé à la TD de refaire les mêmes calculs pour d'autres villes, puis notamment, vous voyez, Halifax, la forêt urbaine vaut 11 milliards. Vancouver, on n'est pas étonné, 35 milliards. Montréal, malheureusement, ferme la marche à 4,5 milliards. Excusez-moi, je trouve qu'il y a moyen vraiment de faire beaucoup mieux que ça. Et puis, pour conclure, vous voyez que Claudel et moi, on revient souvent au Lancet, mais c'est l'organisme qui a vraiment le plus mobilisé toutes les connaissances épidémiologiques pour faire un état des lieux, pour faire un diagnostic, puis ensuite pour proposer des solutions. Et puis, ce que résume le Lancet Commission, puis vous m'excuserez si des fois il y a un petit peu de redondance entre ce que Claudel et moi proposons, mais peut-être qu'il y a deux façons de présenter le problème. Ça fait en sorte qu'on le retient mieux. Mais les changements climatiques sont la principale urgence médicale du 21e siècle. Les changements climatiques risquent de causer la perte des gains des 50 dernières années en santé publique. Ça peut perturber les infrastructures et les ressources jusqu'à crise et pénurie. Et le Lancet interpelle spécifiquement les médecins et hôpitaux pour mener la riposte au changement climatique. C'est pour ça, Claudel et moi, que ça nous fait tant plaisir d'accepter votre invitation. Puis dans toutes les recommandations du Lancet Commission, je retiens quelques-unes. L'investissement en recherche environnementale et en santé, ça a été trop. La recherche fondamentale en environnement a été trop négligée. Construction de cités carboneutres et augmentation d'espaces verts, ça doit être un must pour tous les plans de développement urbain. Le délaissement des combustibles fossiles, à commencer par le charbon, mais tous les autres aussi, et l'investissement rapide dans les énergies renouvelables. Puis enfin, une collaboration entre les ministères de la Santé et les autres administrations. Et c'est pour ça qu'on fait partie de plusieurs comités pour amener la dimension de la santé dans les décisions. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire individuellement? Je pense que c'est autant un effort collectif qu'un effort individuel, mais vous vous mettez dans la tête, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mes GES l'an prochain ou faire de mieux? Puis moi, ma petite histoire à moi, c'est que j'avais une fournaise à l'huile. Je me suis débarrassé de ça. C'est une fournaise Hydro-Québec, la titre d'Assort, juste l'électricité. Je ne fais jamais de loisirs qui consomment des combustibles fossiles, mais ça va être le vélo ou le ski ou la voile ou le ski de fond. Et puis, je roule électrique depuis 6 ans. Puis juste avec ça, notre ménage, on a fait en sorte qu'on a baissé d'au moins 50 notre consommation de combustibles fossiles. Alors, ça fait déjà une énorme différence en termes de GES. C'est des efforts qui sont continuellement amenés. Ça, j'ai eu le plaisir de faire partie pendant 6 ans du comité conseil du programme d'action contre les changements climatiques. Ça, c'était sous le gouvernement libéral, d'abord avec David Hurtel et ensuite avec... j'ai un blanc de mémoire, pas Mélenchon. Excusez-moi, j'ai vraiment un blanc de mémoire pour la ministre qui l'a remplacé. On a construit les efforts avec M. Roberge. Ça, c'était pour le PEC, mais je ne vous cache pas ma déception de voir qu'ils ont pris une bonne partie du plan qu'on avait suggéré avec tous les travaux de l'an dernier avec les spécialistes de tous les horizons, mais que c'est un plan un peu timide, à mon avis, puis on a besoin vraiment de faire mieux que ça.
Il y a aussi l'implication au niveau de l'Alliance forêt urbaine, qui est le regroupement sous la Sauverdi, dont je fais partie du conseil d'administration, d'augmenter la canopée de Montréal, qui était de 20 à 25 et actuellement, on a des engagements extraordinaires, tant de la ville que des paliers de gouvernement, que plusieurs grandes institutions privées pour s'assurer un budget d'au moins 300 millions de dollars sur 10 ans pour faire en sorte de faire fleurir la canopée de Montréal, particulièrement dans les quartiers défavorisés. Donc, je conclue là-dessus. Si une cité éradique, si un milieu éradique les nano-agresseurs aériens, c'est-à-dire tout ce qui est émis par les combustibles fossiles, pour faire une histoire courte, les nano-agresseurs alimentaires, c'est-à-dire manger autant que possible frais, végé, local, ce que Équiterre et les nutritionnistes recommandent, et faire la promotion d'un milieu à la fois actif et vert, cette cité peut observer une réduction de 25 à 75 de mortalité, morbidité cardiovasculaire. Puis je vais finir sur une des très belles phrases d'un de mes collègues. En fait, Salim Youssouf, c'est probablement le cardiologue le plus référencé au Canada. Il travaille à McMaster et puis c'est le chercheur principal de nombre de grandes études internationales sur les facteurs de risque. Et puis ce que disait Salim, c'est après tout, la maladie coronarienne était plus fréquente avant 1830. Pourquoi ne pourrait-elle pas le redevenir en 2050? C'est le défi auquel nous faisons tous face et l'environnement fait clairement partie de ce défi. Donc, je conclue là-dessus et puis je relance la parole à ma jeune collègue Claudel pour poursuivre la discussion. Et merci beaucoup. Merci François, mais je proposerais peut-être en fait, parce que tu as quand même touché pas mal de solutions, je proposerais peut-être qu'on passe à la période d'échange-questions, si ça convient à nos organisateurs, parce que je pourrais répéter ce que François dit dans différents mots, là, mais on a fait un beau portrait au niveau des potentiels. Mais en fait, le concept qui est souvent reconnu, c'est l'idée de co-bénéfice. Vous allez peut-être en entendre parler, mais c'est de dire qu'une politique environnementale a d'autres bénéfices que celle d'agir pour l'environnement, mais ces bénéfices-là pourraient être la santé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estimait en 2018 que dans certains cas, le coût des bénéfices pour la santé serait possiblement le double des bénéfices, en fait, le double des coûts d'implantation de la politique. Dans le monde de l'environnement, on se fait souvent dire que les politiques sont coûteuses, qu'on n'a pas d'argent, que les gouvernements sont pressés par l'austérité, qu'ils doivent prendre des décisions difficiles. Et donc, c'est pas toujours possible de prendre des belles mesures pour l'environnement. Mais le fond de l'histoire, c'est que si on analyse ce qu'on veut, on analyse en fait ce qu'on veut analyser, puis si on analyse les bénéfices potentiels de ces politiques-là pour la santé, on se retrouve avec des politiques qui nous permettent de faire plus d'argent et ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup. La limite, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans les domaines environnementaux et dans les conseillers politiques qui comprennent la santé. Le staff politique, là, généralement, c'est des gens issus de bac en communication, Sciences Po, économie ou autre. Là, ils ont un background très gestion des enjeux, le day-to-day, comment avoir une bonne ligne, comment puncher son adversaire. Mais il y a peu de gens dans les structures décisionnelles qui tournent autour des ministres, dans les gouvernements, qui ont une perspective ou une formation qui leur permettent de bien comprendre c'est quoi la santé. Parce que c'est facile de dire ah, ben oui, la santé, c'est important, on sait tous c'est quoi, mais comprendre comment on crée la santé, comment qu'on la protège, comment qu'on la bonifie, c'est pas si facile que ça et c'est souvent ce qui manque et c'est un peu là où on a un travail, nous, en tant que médecins, autant auprès de nos patients, vous allez le voir éventuellement quand vous allez rentrer dans vos milieux cliniques, mais il y a un très rôle important d'écoute, mais aussi de promulguer des conseils, de voir selon les modes de vie du patient ou selon les différents facteurs de risque dont on parlait, de leur formuler des recommandations qui sont bénéfiques. Mais ce rôle-là, à mes yeux, s'étend au-delà de la clinique. Si on peut faire le parallèle au niveau de la société, mais si on se rend compte que la société présente des facteurs de risque qui sont modifiables et qu'on a des solutions, on a une voie privilégiée, puis on doit porter cette voie-là pour s'assurer que ces traitements-là peuvent être bénéfiques à tout le monde. C'est un peu le rôle de la santé publique. La santé publique, la désavantage et l'avantage, mais ils dépendent beaucoup des gouvernements, donc ils ont moins la liberté de parole que François et moi, on a, où on parle en notre nom personnel, puis on dit ce qu'on veut quand on veut. Les médecins en santé publique sont souvent un peu plus attachés par les instances gouvernementales dans lesquelles ils évoluent. Mais ils formulent quand même des recommandations, ils vont prendre du temps pour émettre des avis d'experts.
Au Québec, on a l'Institut national de santé publique du Québec qui a un site web super intéressant, en fait, qui s'appelle Mon climat, ma santé, qui regorge d'informations sur les impacts des changements climatiques et environnementaux sur la santé des Québécois, des ressources autant pour le grand public que des gens un peu plus familiers avec la santé, là, que ce soit des étudiants en médecine ou des professionnels. Ils ont créé l'année passée un cours en ligne, là, un MOOC, qui a été suivi par comme 4000 personnes à travers le monde de la communauté francophone. Donc, c'est le genre d'initiatives qui sont mises en place. Nous, en ce moment, on est en train d'organiser le premier colloque international francophone dédié à la santé et au climat avec Médecins francophones du Canada, l'Université de Montréal, la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, pour justement, là, ça va être 5 jours en mai. Les étudiants, je pense que ça va être relativement gratuit, là, les coûts d'inscription au minimal, mais la programmation va sortir sous peu. Fait qu'on travaille beaucoup dans des initiatives de communication puis de partage d'informations. Puis juste un point sur lequel on n'a pas touché, puis après, pour vrai, on ouvrira sur la période de questions. Mais on l'a mentionné un peu, François parlait un peu du rôle du système de santé, puis c'est comme la bête noire, mais le système de santé à lui seul, à travers le monde, là, est responsable d'environ 5% des émissions de gaz à effet de serre. Si c'était un pays, là, si le système de santé est un pays, ça serait le 5e plus grand émetteur au monde. Au Canada, les estimations tournent autour de 4,4-4,6% des émissions de gaz à effet de serre annuelles au pays sont liées au système de santé. Dans des pays comme les États-Unis, ça monte jusqu'à 8%. Et donc, oui, on a un rôle auprès de la population de dire on a certaines recommandations pour la santé, il faut planter plus d'arbres, il faut avoir des meilleures normes environnementales, il faut arrêter de polluer. Mais notre système de santé dans lequel on travaille, on œuvre, a aussi sa part de responsabilité à faire et pour l'instant a été très mauvais. C'est un sujet qui est peu abordé, qui est peu discuté. Les ministères semblent peu s'en préoccuper pour dire qu'on dirait qu'il y a toujours une menace plus importante. Là, évidemment, il y a la pandémie, mais on a coupé beaucoup de fonds dans certaines organisations de santé. On est en décentralisation énorme. On est en énorme centralisation des pouvoirs en santé. Fait qu'il y a toujours quelque chose. Manque de médecins de famille, les méchants médecins qui ne veulent pas travailler, pas les normes, tout ça. L'enjeu est que le système de santé pollue. Il y a très peu de choses qui sont faites pour qu'il dépollue. Si vous voulez regarder quelque chose de super inspirant et un modèle à suivre, mais en fait, juste pour vous donner une idée de la situation au Québec, là, le ministère est comme au courant que c'est un enjeu, mais il ne fait pas grand-chose. Depuis 2019, tous les CIUS ont le mandat d'avoir des comités de développement durable, mais tout ça est un petit peu super aléatoire. Là, c'est comme à géométrie variable selon la personne qui veut s'en charger. Souvent, ça finit dans les mains de la personne responsable de l'hygiène et salubrité. Il y a des comités qui sont en train de se former parce que les médecins sont de plus en plus conscientisés, puis les médecins, mais aussi les infirmières, les différents professionnels de la santé. Fait que dans certains hôpitaux, à Laval notamment, où François a travaillé pendant longtemps, il y a des comités, il y a un comité actif. Au CIUS du nord de l'île de Montréal, ils sont en train de créer un super cool, là, un jardin communautaire pour les patients de psychiatrie. C'est comme une technique de care farming, puis ils vont transformer un stationnement en jardin communautaire. Il y a une étudiante en médecine qui travaille là-dessus avec un de nos médecins, Éric Notbart. Mais l'idée, c'est d'offrir un espace vert, mais aussi quelque chose qui est comme positif pour les patients. Puis ça a été démontré que ça aide à diminuer le taux de réhospitalisation et d'avoir un sentiment d'appartenance. C'est des choses qui se passent, mais c'est très à l'emporte-pièce. Il y a une organisation au Québec qui s'appelle Synergie Santé-Environnement qui épaule les CIUS qui veulent faire ça, mais ça reste des initiatives personnelles. Par contre, en Angleterre, le système de santé qui est aussi public que le nôtre, là, qui n'est pas plus privé, qui s'appelle le NHS, le National Health Service, a annoncé en début octobre de cette année, 2020, là, son intention de réduire à pratiquement zéro ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040, d'ici les 20 prochaines années, pour le réseau. Puis pour le réseau étendu, leur date limite, c'est comme 2048. Mais ils regardent différentes façons de le faire, que ce soit le transport, les types de gaz anesthésiants utilisés, les systèmes alimentaires, le transport des patients, les ambulances. Ils vont électrifier complètement leur flotte d'ambulances. Ils ont mis un groupe de travail spécifique là-dessus. Puis celui qui est à la tête de ce groupe de travail-là, c'est l'ancien directeur le directeur exécutif du Lancet Countdown, qui est, pour la petite histoire, un étudiant en médecine. Ben, il n'est plus étudiant en médecine, il a été étudiant en médecine récemment, il est tout jeune et il a été impliqué dans l'IFMSA.
Et donc, il a gradué de l'IFMSA il y a à peu près 2012. Ça fait que 8 ans à peu près, là, mais c'est assez récent. Mais juste pour vous dire que c'est un leadership la personne en question s'appelle Nick Watts, mais il y a un leadership impressionnant de jeunes personnes qui mènent cette charge-là, mais lui a le mandat de mener à zéro la charge environnementale du NHS, qui est le premier système de santé et probablement le seul dans sa catégorie à travers le monde d'avoir cet objectif aussi franc. Donc voilà, mais je pense que c'est important pour nous qu'on regarde un petit peu c'est quoi notre rôle dans tout ça. Si on demande à différents secteurs de faire leur part, mais il faut obligatoirement que le système de santé fasse également sa part et ne contribue pas. Le directeur mondial de l'OMS, le directeur général de l'OMS le dit super bien, mais je paraphrase un peu, mais il dit les places de soins ne devraient pas contribuer au fardeau des maladies, mais devraient promouvoir la santé. Puis c'est ce qu'on devrait faire. On devrait arrêter que nos systèmes polluent puis contribuent aux maladies. Donc, voilà. J'arrête là-dessus pour vrai, mais on peut passer à une période de discussion, questions, échanges, commentaires. Je sais qu'on n'a pas parlé de la COVID. Je ne sais pas si c'était une question, mais on peut l'aborder, là. Et avant la période de questions et de réponses, je dois annoncer quelque chose. Vas-y, excuse-moi, je ne vais pas te couper. Alors, je vais changer en anglais maintenant. I want to take a moment to thank both of our amazing speakers, Dr. Claudel et Dr. François. It's an honor. And to thank everyone who attended the event. And also, if you can, we would appreciate it if you fill out a survey that's going to help us. It's going to allow us to evaluate what we could have done better in order to make this event better. The link for the survey is in the Zoom chat. And now I'm actually going to announce the 3 winners for the gift cards. And the winners are Gavin Chu, Jeremy Azar, and Tianren Chu. Sorry if I mispronounced your name. So congrats to those 3 people. I will make sure to contact you 3 by email so that you can get your prize. And now Talia is going to continue with the Q&A session. Parfait. Donc, j'avais une première question que j'ai reçue. Donc, par rapport aux personnes qui... Je pense que c'est pour Claudel. Par rapport aux personnes qui souffrent d'éco-anxiété, comment on peut les aider à ce niveau-là en tant que médecin? En fait, la littérature n'est pas très évidente là-dessus, mais je pense qu'il y a une des médecins que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Courtney Howard, qui est une médecin urgentologue de Yellowknife, qui habite à Yellowknife dans le nord du pays, qui a fait un super TED Talk. Fait que si on a dit beaucoup de choses, vous n'êtes pas sûr d'avoir retenu des affaires ce soir, allez taper son nom, Courtney Howard. Elle a fait un TED Talk d'à peu près 12-15 minutes sur les changements climatiques et la santé. Et je la paraphrase, mais vers la fin, elle dit, tu sais, moi, j'ai fait face à cette anxiété-là devant toutes ces connaissances que je n'ai pas acquis durant ma médecine. Mais elle dit, j'ai choisi d'agir pour combattre cette anxiété-là. Puis c'est quelque chose qui a résonné beaucoup en moi parce que quand on lit cette littérature-là, c'est excessivement anxiogène. On se demande, mais c'est difficile d'imaginer. Je me rappelle d'un rapport que j'ai lu quand j'ai commencé ma médecine de la Banque mondiale qui faisait état de quoi aurait l'air un monde 4 degrés plus chaud. Et en quelques lignes, le rapport disait on ne peut même pas imaginer ça parce que c'est inconcevable puis probablement incompatible avec la vie humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ça me fait terriblement peur. On ne peut même pas concevoir notre futur va avoir l'air de quoi. Après, c'est plus facile pour moi de processer cette information-là puis en regardant vers les solutions, puis surtout en parlant de la santé. La santé, c'est quelque chose de hyper unificateur. C'est une valeur qui est commune. C'est souvent même la valeur qui est la plus partagée par les Canadiens, comme quelque chose qui les rassemble les uns envers les autres, là. Mais je pense que si c'est pas notre outil, c'est l'outil le plus puissant pour lutter contre les changements climatiques. Malheureusement, on est encore peu de voix. T'sais. La littérature, je veux dire, la conférence de l'OMS, c'était en 2014, la première conférence sur le climat et la santé. Ça fait 6 ans. C'est pas beaucoup dans l'échelle d'une vie. Puis on voit qu'il y a un momentum, on voit qu'il y a une croissance de l'intérêt envers la santé et les climats, mais il faut poursuivre là-dedans. Pour les jeunes qui sont pas dans le domaine médical puis qui se demandent, je pense que honnêtement,
ce qui permet de faire du bien à la santé mentale, il faut le cultiver. Il faut choisir ses batailles, il faut choisir la qualité, la quantité d'informations qu'on décide d'absorber. Mais un des remèdes les plus efficaces, puis François l'a mentionné un peu, mais c'est passer du temps en nature. Il y a différentes études. Il y a une grande étude européenne qui a été faite qui calculait que si on passait en moyenne 2,5 heures par semaine dans des espaces verts, puis ça n'a pas besoin d'être le parc national de la Gaspésie, là. Ça peut être genre le parc La Fontaine downtown de Montréal, là. Mais si on passait en moyenne 2 heures et demie par semaine dans des espaces comme ça, on diminuait l'anxiété, on diminuait le TDAH, on augmentait le sentiment d'appartenance, puis overall, on améliorait notre santé. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très facile à recommander à des gens. Mais je pense qu'il faut aussi faire, en plus en période de pandémie, mais hyper attention à protéger puis à cultiver notre santé mentale, que ce soit la lecture de livres, puis pas se sentir coupable parce qu'une soirée, t'écoutes Netflix pendant 3 heures, c'est parfaitement normal. Puis je pense qu'il faut arrêter aussi de toujours dire, il faut que je sois en train de faire quelque chose. Prendre du temps pour soi, c'est une bonne affaire pour la planète aussi. Parfait, merci beaucoup pour la réponse détaillée. Et ensuite, on a une question, il y a aussi un petit message de Sophie dans le group chat qui dit « Je dois quitter, mais je veux vous remercier pour cette conférence. Et merci, conférencier, d'avoir partagé votre expertise. Je pense fortement que tous les étudiants en médecine devraient recevoir cette conférence et bien plus. » Donc, merci encore. Et donc, sa question, c'était qu'elle voulait savoir, selon vous, quelle est, selon vous, la raison pour laquelle les changements climatiques sont si peu intégrés aux curriculums médicaux et comment pouvons-nous remédier à ce problème? C'est une excellente question. On travaille là-dessus. Sachez qu'on travaille là-dessus. Là. Il y a de l'ouverture de la part des départements de la faculté de médecine. En ce moment, l'offre, on le sait, qui est sous-optimale. Il y a différents sondages qui démontrent que les étudiants veulent en savoir plus. Il y a des étudiants en médecine qui travaillent là-dessus. Là. Je pense à Mélodie Porlier, qui est en première année à l'Université de Montréal, Maria, Iman, qui sont à l'Université de Montréal, là, mais qui talonnent la faculté pour ça. Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke a récemment réformé son curriculum puis devrait intégrer beaucoup plus les enjeux de santé environnementale, notamment en raison des efforts d'un étudiant en médecine qui s'appelle Charles-Antoine Barbeau-Meunier. À travers le Canada, il y a un mouvement mené par les étudiants en médecine, mais ça reste que la difficulté, c'est que tout le monde veut sa part de gâteau dans le curriculum, puis tout le monde se bat en disant mais c'est vraiment important que les étudiants sachent ça, puis veulent ça. Fait que tout le monde se bat pour avoir sa place, c'est ce qui fait qu'on a un curriculum qui est de plus en plus dense. Mais certainement, en tout cas, que les universités ont la responsabilité de le faire. Et tout le monde est vraiment, en ce moment, super content du concept de responsabilité sociale, puis ça fait bonne presse. Mais la responsabilité sociale passe aussi par la responsabilité environnementale et parler des changements climatiques fait partie de cette responsabilité-là. On espère qu'il va y avoir des changements dans les prochaines années. L'affaire, les enjeux aussi, c'est que c'est complexe, c'est facile de le faire, c'est facile de pitcher un cours comme ça de 1 heure dans le curriculum, mais est-ce que c'est la meilleure façon? Pas vraiment. La meilleure façon, c'est probablement une approche beaucoup plus intégrée, puis ça, pour ça, il faut revoir toutes les APP de tous les cours, puis voir où est-ce qu'on peut le faire, ça demande un peu plus de temps, mais il y a de l'ouverture. Voilà. Je ne sais pas si François, tu as une expérience complémentaire ou... C'est difficile parce que tu as vraiment l'impression d'avoir un phénomène. Moi, je suis dans les 2 facultés et puis les transferts de l'une à l'autre sont devenus pratiquement inexistants. Au départ, le département de santé environnementale, quand j'en faisais partie, c'était un département de la faculté de médecine. Là, je parle du cas de Montréal parce que chaque université a son histoire. Puis il y a des universités où c'est monumentalement intégré, comme l'University of Southern California ou le département de cardiologie environnementale où c'est pleinement intégré. Donc, lorsqu'il y a eu la création de la faculté de l'École de santé publique, là, il y a vraiment eu comme une division, puis le transfert de cours d'un à l'autre, ça, je m'en suis toujours plaint à tous les doyens respectifs parce que j'en ai vu passer 3 différents d'un à l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un intérêt, ça c'est clair, puis à mon avis, une nécessité. Moi, ma démarche en santé environnementale, j'ai pratiquement fait tout seul. Il n'y a jamais personne à la faculté de médecine qui m'a donné, par exemple, un papier majeur dans l'histoire de la santé environnementale de Six-City Study, qui avait fait la première page du New England en 1993.
Puis, 93, j'étais jeune patron, puis on faisait des journal clubs, tant au département de médecine, puis de cardio. Puis, le Six City Study, là, ça avait complètement passé sous le radar parce que les médecins ont toujours l'attitude de dire « Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » Moi, j'ai quelqu'un qui arrive qui a mal au ventre à l'urgence, puis c'est ça qu'il faut que je m'en occupe, puis on est tous d'accord avec ça. Mais néanmoins, la question de la dimension environnementale est devenue tellement importante, un enjeu tellement majeur, puis maintenant aussi touche tellement d'aspects de la santé, de la qualité de vie, puis de ce qu'on soigne au jour le jour, qu'on ne peut plus fermer les yeux, puis on ne peut plus ne pas avoir au moins les connaissances essentielles. Moi, je suis content de profiter des occasions comme l'IFMSA me donne, parce que je pallie à des lacunes qu'il y a dans le cursus du cours de médecine actuellement. Et puis, c'est ça qu'il faut faire de plus en plus. Donc, c'est effectivement, puis ça, tu me le diras, si tes jeunes veulent un coup de main pour pousser pour avoir ça dans le cursus, on ne peut plus de leur côté parce que c'est pour ça que je suis professeur dans les deux facultés. C'est pour être capable d'interagir dans l'autre, mais c'est vraiment difficile. Puis, tu as mis le doigt sur le point majeur, c'est que maintenant, devenir docteur, il faut que tu saches tout. Puis il y a tellement d'affaires à savoir que le cursus est absolument ahurissant. Puis on sait que vous n'avez pas tout à fait des horaires comme, je n'aimerais pas les secteurs d'activité, mais vous avez plus que 3 majeurs à 2 heures par semaine, puis les jeudis et les vendredis off. Là. On connaît très bien les horaires des étudiants de médecine. C'est déjà extrêmement lourd. Mais je pense que ça me semble essentiel. Puis pourquoi pas justement profiter de choses qui sont en parallèle, dont ces conférences, ces congrès, ces associations-là. Mais je suis complètement court qu'il y a une... tous les médecins devraient, en fait, tous les citoyens d'abord, mais tous les médecins surtout, devraient avoir des notions puis qu'ils puissent le diffuser. Parce que, moi, la raison de mon succès, parce que je ne suis pas... Tous les papiers que je vous ai cités, là, moi, j'en ai un, l'autre publication, mais en cardio d'intervention. Je vais vous parler des stents, je vais vous parler des statines, je vais vous parler, mais des antiplacataires. Mais ces papiers-là, je ne les ai pas faits. Moi, mon mérite, c'est d'avoir fait une synthèse, d'avoir finalement vu comme un morceau de 1000... c'est bien à la mode, les casse-têtes ces temps-ci, là. Donc, un casse-tête de 1000 morceaux avec les 1000 études que j'essayais de mettre dans un sens commun pour développer le modèle de cardiologie environnementale. Puis là, c'est devenu logique avec ça. Puis le fait que je sois un médecin qui pratique toujours, qui débouche toujours des artères et qui voit des patients, puis qui enseigne toujours à ses résidents, mais qui aille au BAT, puis aille rencontrer des ministres et des gouvernements et des mairies pour leur dire que ça ne marche pas. On dirait que ça leur fait plus. Puis retenez ça, c'est que dès que vous avez une dynamique où vous mettez l'humain au milieu de cette dynamique-là va trouver toute sa raison d'être. En d'autres termes, si vous mettez que l'environnement, c'est l'ours polaire puis la banquise, puis l'humain, c'est nous autres, puis notre patelin, ça ne marchera pas. Mais si vous dites pour les mêmes raisons qui font fondre les banquises ou menacer l'ours polaire, ces mêmes raisons-là causent des infarctus et des AVC aux humains autour de vous, lesquels humains sont des électeurs, là, vous venez de changer la dynamique. Donc, c'est en mettant toujours, puis ça, le médecin est très bien placé pour le faire. Fait que c'est avec cet angle-là que je vous encourage à le faire. Mais on a une voie privilégiée, même comme étudiant en médecine, mais même encore plus qu'une fois qu'on a les 2 petites lettres MD après notre nom, on est parmi les professionnels les plus envers lesquels on fait le plus confiance. On est en fait, les seuls qui nous dépassent, c'est les infirmières quand on sonde la population, mais on est dans le top avec les pompiers et les gens comme ça. Puis dans le bas de l'échelle, à ceux on fait le moins confiance, c'est les politiciens. Et on a l'unique chance, puis vous allez vous en rendre compte quand vous allez rentrer en stage, mais on partage l'intimité de gens qui nous racontent leurs histoires, qui nous racontent leur vie, qui nous partagent leurs secrets personnels. Et je pense qu'on a un devoir de rendre ces histoires-là, de les rendre réelles à des yeux plus grands que le patient. Les médecins ont été, de façon générale, à l'avant-garde dans plusieurs changements sociétaux, que ce soit les casques de vélo, les ceintures de sécurité, la lutte pour le tabac. Mais dans plusieurs gros mouvements sociaux, ça a été des médecins qui ont donné le signal d'alarme. Puis je pense qu'en termes d'environnement, on rentre peut-être un petit peu tardivement sur la scène, mais l'écho qu'on a des différents acteurs environnement, que ce soit au Québec, mais je pense à Équiterre, la Fondation David Suzuki, Enjeu, qui est environnement jeunesse, mais les échos qu'on entend, c'est merci d'être là, puis enfin, parce qu'on a le potentiel, on parle un
public que, quand on prend parole, que les classiques écolos de gauche qui veulent des arbres, des pistes cyclables dans le plateau Mont-Royal puis qui veulent empêcher les voitures de circuler. On a un potentiel de rejoindre une frange de la population qui est un peu plus peut-être conservatrice, mais qui est moins réceptive à ces discours, des fois qualifiés d'extrémistes, qu'on se dit, ben ils veulent tout remettre en question, la façon que je vis. Moi, je veux pas utiliser mon vélo, mon auto, je suis bien heureux. Mais on a le potentiel de parler à ces gens-là de façon très, très, très concrète et réelle. Puis ça, ben, il ne faut pas jamais l'oublier qu'on a ce privilège-là de par notre formation puis le rôle qu'on joue auprès des patients. On est dans une position de confiance, puis c'est probablement la chose qui est le plus à chérir. Merci beaucoup. Je pense qu'on va finir avec 2 dernières questions. Donc, la première, en fait, ce serait plus d'avoir des précisions sur comment le système de santé peut réduire son émission de gaz à effet de serre. C'est pas les solutions qui manquent, ça je l'ai déjà dit, mais de différentes façons. Puis si vous allez lire sur le NHS, ils vont rendre en fait toutes leurs démarches disponibles en ligne. Mais attends, je vais sortir si je peux. Donne-moi 2 secondes, je te sors un graphique si je le trouve rapidement. Pour pas dire, mais pas pour pas dire n'importe quoi, mais parce qu'ils ont fait des super graphiques récemment. Ok, attends, c'est lui que je veux. Je partage mon écran dans 2 secondes pour répondre à la question. Voilà, là, on s'excuse de tout le bruit qu'il y a derrière l'écran. Là. Mais bon, le NHS, en fait, a détaillé d'où venaient ces émissions de gaz à effet de serre. Fait que, puis là, ben, quand on détaille qui est en cartographie, ça nous permet en fait de savoir où est-ce qu'on peut réduire. Fait que dans une grande section, on a tout ce qui est les chaînes qu'on appelle supply changes, mais toutes les chaînes d'approvisionnement, les médicaments. Faut savoir qu'ils ont mis une catégorie en tant que telle, là, ici, là, des gaz anesthésiants, mais il y a certains gaz anesthésiants qui ont comme 2000 fois le potentiel de réchauffement climatique du gaz carbonique. Donc, à considérer, mais certains des gaz qu'on utilise sont particulièrement nocifs pour l'environnement. On regarde l'équipement médical, que ce soit par exemple le plastique qu'on utilise à profusion, les déchets qui sont créés à cause de ça. On voit l'efficacité énergétique des bâtiments. Souvent, ça demande beaucoup d'énergie pour les chauffer. Au Québec, on est relativement chanceux. Là, on a l'électricité, mais ça reste que des fois, on utilise des énergies non renouvelables pour ça. Toute la question de gestion de l'eau et des déchets. Après, on peut regarder tout ce qui est dans le transport, là, que ce soit les ambulances, le transport des patients pour se rendre. Est-ce que nos hôpitaux sont accessibles en transport commun ou est-ce que les gens doivent utiliser l'auto pour se rendre? Le transport du staff, du professionnel de la santé aussi. Donc, quand on catégorifie ou quand on catégorise d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre, bien, on peut avoir des solutions pour chacune d'entre elles. Au Québec, on parle aussi, là, il est moins mis en évidence dans le graphique, mais on parle beaucoup de déchets d'aliments où on ne réutilise pas, on ne fait même pas de compost. Puis il y a certains hôpitaux qui ont commencé à avoir des incinérateurs de déchets alimentaires pour justement créer du compost. À l'hôpital de Saint-Jérôme, c'est super cool. Là, ils vont avoir une machine qui s'appelle Éco-Stérile, qui va être une première en Amérique du Nord, mais en fait, ils vont réutiliser plein de plastique, genre des poches des solutés, comme du plastique qui est non contaminé, là, fait qu'il n'y a pas de risque que ça transmette des maladies. Ils vont utiliser le plastique qui peut être utilisé pour en faire des micro-billes, puis avec les micro-billes, ils vont les transformer en meubles de jardin, puis ils vont faire de l'économie circulaire avec ça. Fait que ça s'en vient à Saint-Jérôme, mais c'est le genre de trucs qu'on pourrait voir à l'ensemble du réseau. Fait que comment réduire les émissions de gaz à effet de serre du système? Ben, si on s'attaque à chacune de ces sections-là, ben, il y a potentiel de le faire. C'est ce que le NHS va faire dans les prochaines années, en fait. Super. Et une question aussi qui, en fait, venait un peu avec ça, c'était est-ce qu'il serait possible de préciser l'aspect de ce qu'un étudiant en médecine peut faire? Ben, beaucoup de choses. En fait, pour revenir à quelques aspects, je pense que quelle que soit votre position sociétale, s'il y a bien actuellement un défi qui implique toute la planète, bien au-delà de la COVID, c'est justement la qualité de faire en sorte que cette planète reste habitable. Et puis ça, c'est vraiment pas donné. Donc, que vous soyez médecin ou pas médecin, vous pouvez vous impliquer socialement dans les écoquartiers, dans les associations dont on parlait Claudel tantôt. La question de qu'est-ce que c'est qui empêche la transition vers un système plus écologique, l'être humain ne changera rien tant qu'il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas de trouble, tu n'en cherches pas.
Puis il faut vraiment être capable de démontrer qu'il y a un problème pour changer. C'est pour ça qu'il y a des crises qui ont amené tout à coup des changements. Un terme qui est galvaudé dans la littérature américaine, c'est le changement de paradigme. Il n'y a pas un auteur américain qui ne veut pas écrire le mot paradigme quand il publie dans le New England Journal of Medicine. Je trouve que c'est un terme galvaudé, mais si vous prenez pourquoi est-ce que Framingham est arrivé? Framingham, cette étude-là où on étudiait une ville complète avec des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, les meilleurs scientifiques d'Harvard. Pourquoi? C'est qu'en 1948, juste dans l'après-guerre, ils réalisaient que là, les Américains, en 1948, 1 sur 3 rendu à 50 ans faisait une crise cardiaque. C'était une augmentation de 400 de l'augmentation. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu tellement d'argent mis, parce que c'était un problème majeur de société. Regardez l'investissement qu'on fait pour la COVID. On est en train de battre tous les... Moi, je suis époustouflé par la science médicale parce qu'en même pas un an, avoir à la fois la caractérisation d'une maladie, le virus, le génome, puis le vaccin, en moins d'un an, je trouve ça ahurissant. Donc, ça dépend où est-ce qu'il y a la crise. Or, sur ce qui est de la crise climatique, c'est une crise qui ne fait pas bang, c'est une crise qui fait des petits bruits, un petit peu comme Yvon Deschamps. Ça ne fait pas bang, ça fait crouche par petits coups. Et puis là, c'est l'importance de la question de la littératie, la question de l'éducation, au même titre que tu ne peux pas croire qu'il y a du monde qui pense encore que la Terre est plate, bien, au même titre, tu ne peux pas croire qu'il y a des climato-sceptiques. Mais là, c'est une question de diffusion et puis heureusement, on a eu plus de médias que jamais, que ce soit les documentaires, la télévision, les médias, les balados, les TED Talks, ce que vous voulez. On a plus que jamais les moyens de diffuser un maximum de connaissances, puis c'est ça à quoi les médecins doivent s'impliquer. Maintenant, de façon même plus concrète que dans le mode de vie, lisez le pacte que Dominique Champagne avait rédigé avec plusieurs experts, et puis vous faites juste le lire en termes d'éducation, de dire comment est-ce que je suis capable de gagner là-dessus. Et puis chacun de nous peut le faire, puis devenir un peu un modèle ou un exemple pour la personne à côté. C'est une question d'hygiène, de réflexion, puis de mode de vie. Puis je vous dirais, le principal ralentissement, c'est lorsque des conversions d'industrie, par exemple, les pétrolières, ils sont subventionnés à hauteur de milliards de dollars tous les ans au Canada. Ils ont peur de perdre ça, forcément. Puis en même temps, les gars qui travaillent dans les pétrolières, ils veulent garder ces jobs-là. Mais là, quand tu es capable de faire en sorte qu'il y ait une conversion de ce type d'emploi vers des emplois bien plus propres, bien moins exposés à toutes sortes de polluants et de contaminants, c'est là que ça peut faire vraiment une différence. Puis ça, on le voit tous les jours. C'est quoi le dernier aspect que je voyais avec ça? C'est le prétexte de simplement garder l'économie est un faux prétexte parce que je vais vous faire une comparaison un peu brutale, à savoir, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un type d'emploi qui ont perdu du jour au lendemain. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes mises au chômage. Puis on ne s'en est pas tellement formalisé, c'était les gardiens des camps de concentration. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de soutenir une économie et des emplois coûte que coûte simplement parce que c'est des jobs comme on prétexte dans l'Est, mais on devrait plutôt faire des conversions d'emplois. Comme actuellement, il y a une entreprise de géothermie qui s'installe en Alberta qui utilise l'expertise des foreurs de pétrole, expertise qui est extrêmement précieuse pour la géothermie. Donc, numéro 1, l'éducation, l'éducation, l'éducation. Ce qu'on ne sait pas fait pas mal. Donc, la diffusion de la connaissance. Deuxièmement, à l'échelle locale, dans votre quartier, à tous les niveaux, c'est très facile de s'impliquer. Quand Claudel parlait tout à l'heure du comité de développement durable, Cité de la santé a un modèle de comité de développement durable qui marche depuis au moins 10 ans, puis dont je fais partie depuis au moins 8 ans par la Journée de l'arbre de la santé. Et puis, on est en train de développer un paquet de programmes, par exemple, la question de la biométhanisation, on l'applique déjà, la question des recyclages de plastique utilisés en hémodialyse pour les filtres, on l'utilise déjà. SSE, Synergie Santé Environnement, est avec le Cité de la santé depuis au moins 7 à 8 ans, je dirais maintenant, et puis a été un moteur extrêmement puissant pour faire ces promotions. Puis que vous sachiez, même si ce n'est pas évident, même si je suis d'accord avec Claudel que le système médical a des délais, c'est-à-dire que le système hospitalier est un gros générateur de GES, puis c'est tout au nom de la stérilité, au nom de la non-contamination que tout le restant prend le camp. C'est ça le motif. Mais là, on revient sur tous ces aspects-là et de faire en sorte que là, c'est en termes de la loi pour les MO, les organismes, les OM, les organismes ministériels, les hôpitaux, etc., c'est ils doivent tous suivre un plan de réduction des GES devant lequel ils sont redevables. Donc, moi, je dirais que le mouvement est enclenché, puis
plus il y a de gens qui s'y intéressent, qui s'y activent, qui y participent, et puis c'est des gestes coordonnés au même titre que l'hygiène publique. C'est aussi simple que ça doit être intégré dans notre hygiène publique. Voilà. J'ajouterais juste que, comme étudiant en médecine, concrètement, là, moi, je serais pas où ce que je suis rendue présentement, puis des fois, je veux dire, je suis étonnée que, je veux dire, je suis pas encore vraiment médecin, là, je suis résidente en médecine familiale, d'avoir les opportunités professionnelles que j'ai, là, que ce soit la présidence de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement ou même de collaborer avec le Lancet pour la rédaction du brief canadien qui va être publié cette semaine. Et ces expériences-là et la crédibilité que j'ai acquis avec les années vient grandement des expériences que j'ai eues avec IFMSA et IFMSA Québec. Vous avez la chance, si vous suivez un petit peu ce que l'organisation fait, que ce soit dans les conférences comme ça, mais IFMSA, l'Institut international, envoie des étudiants dans des délégations aux Nations unies, dans les conventions cadres de l'ONU sur les changements climatiques. Moi, j'ai rencontré des amis, des gens qui sont devenus mes amis, mais qui sont des leaders phénoménaux dans leur pays ou dans leur communauté. Je mentionnais Nick Watts qui est en charge de la transition pour la NHS, mais c'est un de mes très bons amis depuis 2011. Je veux dire, quand je pense que c'est mon ami, je trouve ça complètement hallucinant, puis je comprends pas pourquoi, mais c'est le genre de connexion et d'amitié qui IFMSA m'a permis d'avoir, puis ces gens-là finissent par te donner des conseils, par t'outiller, puis par t'inspirer. Et ça fait des plateformes d'échange complètement hallucinantes. Fait que moi, j'ai juste du bon à dire de IFMSA parce que c'est ce que ça m'a offert. Mais les expériences qui sont disponibles, que ce soit même des formations sur les compétences, là, que ce soit il va y avoir éventuellement probablement des annonces, je ne sais pas, en tout cas, dépendamment des formats, mais des formations sur les compétences en leadership, en communication, c'est utile. C'est des choses que vous avez peut-être de façon instinctive, mais des fois, ça vaut la peine de les travailler juste pour, apprendre plus sur soi-même, mais des compétences interpersonnelles, vous n'en manquerez jamais assez, puis ça va vous permettre d'avancer puis de jouer certains rôles. Fait que moi, je peux juste vous le conseiller et de ne pas avoir peur d'essayer parce qu'au final, les expériences en valent vraiment, vraiment la peine. Merci beaucoup. On peut remercier les deux docteurs ici, docteur Claudel et docteur Reeves. Je pense que ça a été une présentation vraiment très, très informative et je pense que tout le monde a bénéficié de cette présentation. Donc, on a fait le tour des questions. Donc, je pense qu'on peut finir la présentation maintenant. Et comme on l'a dit déjà, on a mis un